Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés donc pour ce webinaire, sur la prévention du risque infectieux à domicile. Donc je suis Pauline Guizel, je suis chargée de mission de l'URPS infirmier. Ce webinaire va donc se décomposer en 2 temps. D'abord, une rapide présentation de ce qu'est l'URPS, des missions et des projets, que nous avons, en ce moment. Et ensuite, je passerai la main à mes collègues du CEPIAS, le docteur Locher et madame Mendy pour la présentation du coup des résultats de l'enquête et également l'adaptation des précautions standards au domicile, savoir comment les adapter. Voilà. Donc, comme je l'indiquais précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou via l'onglet questions qui est accessible du coup à tous. On reprendra l'ensemble des questions, soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation pour un temps de questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser ce canal-là. Donc rapidement, je vais vous faire une présentation du coup de l'URPS. Je vais vous partager le diaporama. Voilà. Donc du coup, l'URPS infirmier des Hauts-de-France. Alors, comment je passe mes diapositives? Comme ça, voilà. Donc mission et fonction de l'URPS infirmier. Donc l'URPS contribue à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional et notamment à la préparation du plan régional de santé, le PRS, et à sa mise en œuvre. Donc elle veille aussi à faire bien sûr reconnaître la place essentielle de l'infirmier libéral dans le système de santé et elle a des missions du coup qui sont fixées par décret en date du 2 juin 2010 avec du coup 8 missions principales que sont l'organisation et l'évolution régionale de l'offre de santé, l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, l'accès aux soins des patients, l'organisation de l'exercice professionnel, les actions de prévention, de veille sanitaire, de gestion de crise sanitaire, de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique, également l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins, le déploiement et l'utilisation des systèmes d'information et de communication, et enfin la formation et le développement professionnel continu. Alors, l'URPS infirmier dans le temps, c'est d'abord des premières élections suite à la mise en place des URPS en 2010, avec du coup la création des URPS d'une part Nord-Pas-de-Calais et Picardie en 2011. Vient ensuite la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, qui va entraîner, suite du coup aux nouvelles élections qui aura lieu en 2015, la création cette fois-ci de l'URPS Hauts-de-France en juillet 2016 et de nouvelles élections qui ont eu lieu là récemment cette année, en mars-avril 2021, avec du coup la mise en place de la nouvelle mandature au 7 juin 2021, présidée du coup par monsieur Yannick Carlu. Qui se connecte à l'instant. On est pile poil dans les temps. Je vais le laisser arriver et puis terminer la présentation de l'URPS avant de lui laisser la parole. Donc l'URPS infirmier, en quelques chiffres, c'est 24 infirmiers libéraux qui ont été élus du coup par leur pairs sur l'ensemble de la région, avec un bureau qui est composé du coup de 9 membres pour la gestion des affaires courantes. Et une équipe de 3 salariés pour justement participer et mener à bien les projets que je vais vous présenter très succinctement par la suite, pour du coup représenter les près de 10 000 infirmiers libéraux qui sont donc installés sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Et donc les projets de l'URPS infirmier, alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas ça vous permet d'avoir un peu plus de visibilité sur les projets et les sujets en cours. Dont notamment la journée de l'infirmière libérale, qui est une journée de formation ouverte à l'ensemble des infirmiers libéraux de la région, qui a lieu alors en temps normal chaque année, qui reprend en tout cas cette année le 31 mars 2022 et le 7 avril prochain sur Lille et Amiens, sur une thématique cette année cancérologie. Mais voilà, chaque année, la thématique change et on est toujours sur un sujet d'actualité ou une thématique cœur de métier propre à l'infirmière libérale. Donc cette année sur la cancérologie, si jamais vous souhaitez d'ailleurs plus d'informations sur les modalités d'inscription, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. On a également bien évidemment la gestion de la crise sanitaire depuis maintenant plus de 2 ans, avec la mobilisation de nombreux infirmiers sur les dépistages, sur la vaccination, sur les sites d'hébergement Covid, sur la mobilisation et le renfort dans les établissements, et j'en passe. Donc on est aussi très
mobilisés sur cette gestion de crise. On a également des projets en lien avec l'antibiorésistance sur la rédaction de fiches outils pratiques entre antibiorésistance et puis par exemple alimentation ou suivi des plaies, etc. Sur différentes thématiques qui ont été décidées. Nous avons également un projet sur l'ostéoporose en lien avec le CHU de Lille pour la prise en charge des patients fracturés et retournant à domicile, donc une prise en charge ville-hôpital facilitée. Également un projet sur le repérage de la fragilité des personnes dites très fragiles. On traite également sur la thématique du mal-être des soignants, qui est une thématique aussi d'actualité et très importante dans la profession. Nous sommes également en train de refondre, je dirais complètement un petit peu les modalités de communication de l'ERPS infirmier, aussi bien le site internet que le développement d'une application mobile. Que voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont refaites aussi à ce niveau-là, et du coup on travaille dessus, et notamment sur la consolidation de notre base de données pour pouvoir toujours mieux communiquer avec vous, transmettre les informations pratiques. Donc voilà, c'est aussi un gros sujet en ce moment. Également une thématique diabète pour le repérage et la prise en charge des personnes de diabète de type 2 qui s'ignorent et qui sont hors parcours de soins pour voilà, pouvoir les réinclure dans un parcours de soins coordonné. Également, le sujet de la chirurgie ambulatoire qui est tout à fait d'actualité et que l'on suit toujours de près. Et enfin aussi la thématique de l'exercice coordonné, notamment avec les ESP et CPTS, qui occupent aussi beaucoup aujourd'hui l'actualité, et sur lequel l'URPS infirmier est très voilà, suit énormément cette thématique et accompagne aussi les professionnels dans leur exercice. À travers ces projets aussi, beaucoup de partenariats, notamment avec les autres URPS qui existent en région pour les autres professions libérales. Le CEPIAS, bien évidemment, et aujourd'hui, c'en est une parfaite présentation. L'Omédit, le réseau Onco, Hauts-de-France Addiction, et voilà, bien d'autres aussi partenaires avec lesquels nous travaillons quotidiennement pour justement mener à bien tous ces projets. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. C'est vraiment une présentation assez succincte des projets, mais n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions supplémentaires sur telle thématique. N'hésitez pas à revenir vers nous. Monsieur Carlu, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous souhaitez dire Alors, un petit mot. je vous entends, mais ma caméra apparemment ne fonctionne pas. Oui, effectivement, on ne vous voit pas. Bonjour à tous, en tout cas. Voilà. C'est vrai que nous avons rencontré il y a très peu de temps justement toute l'équipe, une partie de l'équipe du CEPIAS. Vous avez été activé. Je vais essayer. J'espère ne pas tout perdre. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que je vous entends. Ça aussi, c'est important. Donc voilà, donc on a souhaité justement par rapport à notre cœur de métier, qui est quand même l'hygiène, l'asepsie, les soins dans les meilleures conditions au domicile, et c'est pas toujours simple de réaliser les soins dans les meilleures conditions d'asepsie et de propreté au domicile. Lorsque le pansement est à faire au coin d'une petite table, on s'est permis de bouger quelques petits trucs pour pouvoir poser un set de pansement sur un support qui n'est pas forcément très très propre, d'où la difficulté de notre exercice au domicile. Et c'est bien aussi de rappeler justement les petites règles de base, voilà, pour pouvoir protéger en tout cas le pansement, la plaie et nous-mêmes, parce que c'est vrai que nous aussi, nous avons besoin aussi de temps en temps d'être protégés, surtout actuellement, on voit que c'est important. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité faire un compte-rendu, on va dire, d'un questionnaire qui avait été distribué, et de voir un petit peu pour répondre éventuellement aux premières questions qui vous viennent. Je pense qu'il y aura un temps d'échange à la fin pour justement permettre à ce que chacun ou chacune pose ses questions, et que les professionnels du CEPIAS puissent y apporter une réponse adaptée. Voilà, donc je vous laisse la parole pour la suite du webinaire. Merci Monsieur Carlu. Du coup, je vais vous partager cette fois-ci votre présentation, Madame Locher et Madame Mendy. Voilà.
Alors normalement, vous devriez avoir aussi les petites, comment dire, les petites flèches sur le côté. Voilà, vous avez Ouais. donc je vous laisse la main, c'est à vous. Ouais, ça marche effectivement. Bonjour à tous. Donc moi je suis Gwenelle Locher, je suis médecin hygiéniste, bactériologiste de formation et donc je travaille au CEPIAS sur le site d'Amiens. Et voilà, je laisse Amandine se présenter. Oui, donc Amandine Mendy, infirmière hygiéniste, également sur le site d'Amiens pour le CEPIAS, sachant qu'il y a eu un autre site sur l'île. Donc on a souhaité, ça fait déjà effectivement pas très longtemps hein, qu'on a pris, c'est en septembre qu'on s'est rencontrés avec l'URPS parce que les soins de ville font partie de nos missions, comme je vais vous l'expliquer un tout petit peu plus en détail. Donc on va vous présenter un peu nos missions, nous aussi, vous présenter les résultats, ça ce sera plus Amandine, les résultats de l'enquête qui a été faite auprès de vous. Et puis on va vous parler précautions standards et comment, vous les présenter d'une façon générale, des précautions d'hygiène et puis comment essayer effectivement de les appliquer le mieux possible parce qu'on est bien conscient qu'en ville, vous avez des problématiques un peu différentes, voire très différentes de ce qui peut se présenter au quotidien à l'hôpital, par exemple, où les solutions ne peuvent pas être exactement superposables, effectivement, comme on pourra en échanger après. Alors, le CEPIAS, qu'est-ce que c'est? Parce que vous ne le connaissez pas forcément, c'est ce qu'on appelle une structure d'appui. Donc, c'est le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Si vous voulez un exemple un peu de ce qui peut se faire dans d'autres domaines, par exemple l'Omédic, le centre antipoison, la pharmacovigilance, voilà, ça, c'est des structures d'appui régionales. Et donc, nous sommes spécialisés sur la prévention des infections, du risque infectieux. Il y en a un par région, donc il y en a 17 en France. Et donc, nos missions, c'est vraiment l'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, c'est-à-dire que quel que soit l'exercice, c'est tous les professionnels de santé de la région. La coordination, l'animation de réseau, dans la mesure du possible, hein, c'est d'essayer justement de faire réseau. Donc, en ville, évidemment, on s'appuie sur l'URPS. Et puis, on suit les infections associées aux soins, même si là, c'est plus en médico-social et en sanitaire, mais on est chargé donc de l'investigation et de suivi de toutes les déclarations d'infections associées aux soins. Ça pourrait arriver en libéral, même si ça arrive rarement ou même jamais, mais c'est possible. Vous avez la possibilité d'ailleurs de déclarer par le portail national, mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de signalements. Alors, historiquement, effectivement, on est implanté dans les CHU, donc forcément, on a un lien plus proche avec les établissements sanitaires, le médico-social, parce qu'il y avait déjà des liens établis via l'ARS, et les professionnels de santé libéraux, de ville en fait, hein, pas seulement libéraux, font partie de nos missions, et ça c'est en train de se développer de façon un peu plus importante. Et la crise Covid, en fait, a contribué à ce qu'on soit un peu plus visible pour les professionnels de ville. Alors, on sait que vous êtes très, très nombreux et que du coup, il y a une charge, ça fait énormément de patients qui sont derrière, hein, dont vous vous occupez avec des soins très divers, parfois très pointus, très techniques. Et donc, on voulait vraiment savoir, avant de commencer à travailler avec vous et avec l'URPS, savoir un peu où on en était, pour ne pas partir à l'aveuglette, un état des lieux régional des connaissances, au niveau de vos connaissances sur le risque infectieux et sur sa prévention, et puis quels seraient vos besoins, en quoi on pourrait vous être utile, en fait, de façon la plus efficace possible. Et après, je ne sais plus. Voilà, la méthode, c'était un questionnaire en ligne, hein, pour ceux qui, si vous vous souvenez, donc qui a été transmis par l'URPS et l'ordre pour qu'on ait le maximum de diffusion, avec une relance qui a été faite donc, en août 2021. Et donc après, il y avait un certain délai, évidemment, pour répondre. Et là, je vais laisser la parole, je vais couper mon micro, parce que je crois qu'après, c'est la présentation d'un certain nombre de résultats, de façon avec une présentation, je ne trouve pas le mot, mais en histogramme, pour vous une présentation un peu illustrée d'un certain nombre de résultats. Et puis après, on passera à la partie précaution d'hygiène. Je laisse la parole à Amandine, je coupe mon micro. Ouais. Donc voilà, effectivement, vous avez été 373 infirmiers libéraux à participer à l'enquête en ligne entre juillet, août, septembre, qui a été clôturée le 20 septembre. Donc ça fait au final 4,6% de répondants sur les plus de 8000 infirmiers libéraux que vous êtes sur la région. Ça paraît pas beaucoup,
mais au final, c'est vraiment bien parce que c'est assez difficile de toucher les professionnels de santé libéraux. Parce que vous êtes beaucoup occupé, forcément. Vous avez plein de sujets et de thématiques différentes qui peuvent vous intéresser. Et souvent, sur des enquêtes de ce type, même au niveau national, même dans d'autres régions, c'est toujours de cet ordre-là. Donc, on n'est pas surpris et nous, ça nous fait quand même un beau panel de répondants pour pouvoir savoir un peu où vous en êtes sur la prévention du risque infectieux. Donc, la plupart des personnes qui ont répondu travaillent en libéral seul ou à plusieurs en cabinet et 31 travaillaient en MSP. Donc, je vous ai fait un petit camembert de participation par département. Forcément, le 59 et le 62 font partie des deux, c'est les deux régions qui ont le plus participé, à savoir que proportionnellement, c'est là aussi où il y a plus d'infirmiers libéraux. Donc, c'est évident qu'il y a plus de chances que ces infirmiers participent, vu que la Picardie, c'est quand même un territoire plus rural et où il y a moins d'infirmiers libéraux que dans ces deux gros départements. Au niveau de la participation aux formations au risque infectieux, la très grande majorité, c'était non. Donc, on peut considérer que la dernière formation en date, c'est celle de l'école d'infirmière. Et sinon, on était sur des durées de plus ou moins 5 ans. On avait fait un petit focus sur l'hygiène des mains au début de cette enquête pour voir d'après vous laquelle était la plus efficace entre l'hygiène des mains, lavage simple, eau et savon doux ou friction hydroalcoolique. Donc 31% ont répondu que c'était la friction hydroalcoolique, à savoir que c'est effectivement le cas. Donc 31% pensaient juste. C'est effectivement cette technique d'hygiène des mains qui est la plus efficace sur tous les types de germes, sauf quelques rares qu'on pourra vous détailler après, et qu'il faudrait faire vraiment le plus possible, sauf en cas de main souillée. Et donc, juste à côté, vous avez l'exemple inverse, c'est-à-dire en cas de contact avec le parasite de la gale, là, pour le coup, c'est un lavage simple à l'eau et au savon qui est nécessaire. Donc, 28% des infirmiers libéraux ont répondu que c'était ce lavage qui était indiqué. Et donc, c'est celui-là, c'est un parasite, donc il faut frotter mécaniquement, en fait, pour pouvoir s'en débarrasser. Et le gel hydroalcoolique ne fonctionne pas sur le parasite. Pour la tenue, c'est pas la tenue en tant que telle, parce qu'on a posé aussi la question des ongles, du vernis et des bijoux. Globalement, quand même, c'est les règles, on va dire, les prérequis de base sont bien respectés au niveau des ongles, des bijoux. C'est vrai que ça fait des années que ça a été martelé. Des dizaines d'années, je dirais même. Donc, c'est vrai que ça, on voit que c'est bien rentré dans les mœurs. La tenue de travail à manches courtes, un peu moins. Alors, on sait qu'à domicile, c'est plus compliqué parce que forcément, quand il fait moins 10, on n'a pas forcément envie d'être à manches courtes. Mais on va le voir après, c'est vrai que c'est ce qui est le plus adéquat, en tout cas, pour pouvoir éviter de vous contaminer et de transporter divers germes sur vos tenues. Et ça protège aussi votre tenue de ville que vous avez forcément en dessous. Vous ne pouvez pas être entièrement en tenue de travail comme quand on est en secteur hospitalier ou en établissement. Donc là, pour l'hygiène des mains, on vous avait mis plusieurs situations. À quel moment faites-vous une hygiène des mains? Avant le domicile, après le domicile, avant de mettre les gants, après le retrait des gants. On en avait mis plusieurs. On a ciblé là pour la présentation parce qu'on ne pouvait pas vous mettre toutes les situations. Ça allait faire vraiment lourd en termes de résultats. Donc avant et après domicile, c'est quasiment la même chose pour la majorité des infirmiers libéraux. Donc, il y a quand même 85% qui font toujours une hygiène des mains à l'entrée et à la sortie du domicile. Au final, c'est comme quand on est en service, à l'entrée et à la sortie d'une chambre. Donc, pour cette partie, c'est quand même très correct. Et avant les gants, après les gants, là, on a une petite différence. On voit quand même qu'avant de mettre les gants, vous êtes moins nombreux à faire une hygiène des mains, alors qu'après le retrait, oui. Et ça, c'est lié en fait à la notion de
de sale, c'est-à-dire que j'ai mis des gants parce que j'ai fait un soin sale, donc je les retire, donc je vais me désinfecter les mains derrière, alors qu'au final, une hygiène des mains avant les gants est très importante aussi, déjà pour pas contaminer votre boîte de gants, et aussi pour éviter que les germes que vous aviez sur vos mains avant de mettre les gants se développent encore plus à l'intérieur des gants, qui sont évidemment un milieu tout humide et tout chaud où les bactéries vont pouvoir se développer à foison. Pour les EPI, donc là, j'ai ciblé sur les gants, tabliers et lunettes de protection. Parce que forcément, la partie sur les masques chirurgicaux et masques FFP2, qui avait été listé aussi dans l'enquête, a été complètement biaisée par la période Covid. Et du coup, je pense que certains infirmiers ont répondu sur certains types de soins, le port du masque FFP2 ou le port du masque chirurgical par rapport à cette période actuelle. Et donc, du coup, forcément, ça n'a plus trop de sens comparé aux gestes, on va dire, ou aux soins habituels. Donc, on voit que les gants sont relativement souvent portés pour tout type de soins, aide à la toilette, même visage-main, des prélèvements à injection, toilette intime, vidange de poche à urine, déplacement de porteurs BHRE. Donc, j'ai ciblé, vous voyez, la colonne jaune et la colonne bleue, parce qu'au final, ce sont deux soins où il n'y aurait pas besoin de porter de gants. Parce qu'une toilette visage-main, à moins que les mains soient extrêmement souillées de la personne qui vous les nettoyez, mais normalement, c'est un soin où il n'y aurait pas besoin de porter des gants, parce que la seule chose qui pourra vous protéger au final suite à ce soin, si vous avez eu un contact avec des liquides particuliers, c'est de vous laver les mains en fait correctement. Et les BHRE ne recommandent pas non plus ce type de précautions, étant donné qu'ils sont à leur domicile, et on prend des précautions complémentaires en établissement, parce que là, on veut protéger les autres patients qui sont très fragilisés en établissement et qui sont souvent porteurs de plusieurs dispositifs invasifs. Ils ont une sonde, ils ont une perfusion, ils ont une sonde d'intubation peut-être aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gestes à risque et beaucoup plus de risques de disséminer les BHRE ou les BMR dans les établissements. Et sur les BHRE, il n'y a pas de gants systématiques de toute façon. Enfin, je veux dire, même en établissement, on porte pas de gants. Oui, on est sur les tabliers, oui. Si vous êtes juste sur le déplacement, c'est pas parce qu'il est BHRE qu'il faut mettre des gants. Mais c'est pas parce qu'il est Covid qu'il faut mettre des gants non plus. Enfin, on en reparlera plus en détail tout à l'heure. À l'inverse, le moins de gants en fait qui est porté au final, c'est sur les prélèvements injections, alors que c'est vraiment le soin où les gants sont ultra nécessaires. Alors, peut-être pas pratique, on peut être d'accord en fonction du type de gant que vous avez à votre disposition, mais c'est le port du gant lors des prélèvements et des injections qui vont vous protéger, vous, en cas de piqûre, en fait, parce que ça va essuyer avant de venir vous piquer la peau, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la chose la plus importante, et c'est ce soin-là qui nécessiterait le port de gants absolument. Les lunettes de protection sont portées majoritairement sur les soins de trachéo, effectivement, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose où on est très près au niveau des soins, et où là, nos yeux peuvent être à proximité et pourraient être contaminés par des sécrétions. Au final, sur des prélèvements ou une vidange des fois de poche à urine, ça pourrait aussi être nécessaire. On a déjà vu des AES avec des explosions de poche à urine et des projections au niveau des yeux, des muqueuses. C'est vrai que là, ça se démocratise un peu plus, le port de lunettes par le biais du Covid. On peut avoir des choses positives des fois, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de lunettes qui sont portées. Voilà, on avait fait un focus sur la précaution prise lors d'une injection prélèvement. Donc, au final, le port de gants n'est pas la chose prioritaire. Forcément, c'est la boîte au PCT au plus près du soin. Donc, ça, ce qui est vraiment primordial. Et l'utilisation de la fermeture intermédiaire qui vient juste derrière. Alors, on se posait la question de
Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de boîte OPCT avec fermeture intermédiaire ou est-ce que vous ne connaissez pas ce type de fermeture intermédiaire? Donc, vous pouvez répondre dans le chat, comme ça, on pourra en discuter si besoin. Mais il y a, on vous le montrera après, il y a une fermeture intermédiaire au niveau des boîtes qui permet de ne pas la fermer définitivement, mais qui fait une protection, en fait, entre les deux transports. Pour l'environnement à domicile, la gestion de l'environnement, qui est quelque chose d'assez compliqué par moment, j'imagine, dans vos soins. On vous avait demandé si vous désinfectiez le plan de travail avant le soin, après le soin, si vous aviez un matériel avec un détergent désinfectant, non, pardon, un bac détergent désinfectant pour faire tremper le matériel à votre cabinet, et si vous changiez ce bac toutes les 24 heures. Donc, c'était assez différent en termes des réponses. On voit que la désinfection du plan de travail est assez rarement faite. On a vu dans les commentaires que la plupart, on nous notait, parce qu'il y avait des champs libres à la fin, on nous notait non, je désinfecte pas forcément, mais j'utilise toujours un champ stérile. Donc, on va voir au final l'intérêt ou pas de cette désinfection et comment faire quand c'est pas forcément adéquat à certains domiciles. Le bac de détergent désinfectant, vous l'avez quand même en grande partie chez vous, à plus de 50%. Pour des petites choses, j'imagine les garrots, des choses de ce type. Et le changement du bac toutes les 24 heures, par contre, que la moitié du temps, on va dire, qui serait changé, alors que la majorité des produits qui sont utilisés doivent être changés toutes les 24 heures, parce qu'après, ça n'a plus l'efficacité escomptée, en fait. Et à la fin, on vous avait demandé ce qui serait intéressant pour vous d'avoir, qu'on pourrait mettre en place, qui serait utile pour les infirmiers libéraux par rapport justement à cette prévention du risque infectieux. Donc, c'était assez stable au niveau des réponses, quasiment à plus de 50%, 50% pour tous. Formation, fiche pratique et tuto. Alors, tuto un peu plus, peut-être parce que c'est des choses qui sont assez courtes, assez rapides et puis du coup assez ludiques. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être mises en place par le CEPIAS, ou aussi il y a un réseau des CEPIAS nationales qui font des fois des choses en termes de communication un peu plus poussées. Donc, on voit comme ça ce qui est le plus important pour vous. Les fiches pratiques, c'est vrai que c'est pas mal parce que vous avez tout sous la main et ça vous évite de devoir chercher, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des nouvelles recos? Est-ce que je dois faire comme ça? Est-ce que je dois faire comme ça pour tel ou tel type de soins? Ou est-ce qu'il y a des nouveaux antiseptiques? Est-ce que c'est mieux plutôt celui-ci ou plutôt celui-là? Donc là, la formation qu'on fait aujourd'hui, c'est une première étape au final, parce qu'on a fait l'enquête, on l'a analysée, on s'est dit que ça serait quand même intéressant de pouvoir vous la partager avant de se lancer de but en blanc sur différents projets. Parce qu'on vous remercie quand même d'avoir participé à cette enquête pour pouvoir nous aider à lancer un peu le projet. Et voilà, je mettais dans les commentaires qu'on a reçus, il y avait aussi pas mal de fois le souhait d'avoir des fiches en direction des patients. Parce que pour l'informer, lui, vous allez recevoir des soins à la maison. Donc, effectivement, ça serait bien qu'il y ait une hygiène assez correcte, ou des fois sur des histoires de puces ou de punaises de lit de ce type-là que vous pouvez rencontrer à domicile et qui forcément vous posent problème sur les soins et sur lesquels vous ne pouvez pas faire grand-chose. Enfin, je vais laisser... Ouais, donc c'était la première enquête en tout cas. Enfin, voilà, ça n'avait pas été fait auparavant et comme toujours, c'est quand même important de partir d'un état des lieux avant de se lancer, surtout dans une nouvelle activité, parce que, alors c'est pas la première collaboration CEPIAS URPS. Il y a eu des choses de fait déjà par le passé, mais enfin voilà, si on voulait aller un peu plus loin, il fallait savoir d'où on partait. C'était important. Le taux de participation est tout à fait correct. Il faut quand même savoir qu'en général, dans les enquêtes, c'est exceptionnel qu'on atteigne, et en particulier en milieu des professionnels de ville, c'est exceptionnel qu'on atteigne plus de 10% de répondants, et c'est déjà très bien. On voit qu'on a, sur certains domaines, des très bonnes connaissances, sur d'autres, des choses où peut-être on a besoin de vous redonner
quelques éléments pour que vous soyez à la fois bien protégés, comme disait M. Carlu tout à l'heure. Hein. Il y a les deux en fait dans la prévention du risque infectieux. Il y a votre protection, la protection du patient dont vous êtes en train de vous occuper et la protection des autres patients dont vous allez vous occuper après. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Et donc avec, avec l'évolution des recommandations, ce serait vraiment intéressant de continuer à vous donner, en passant par l'URPS, parce qu'il faut quand même qu'on ait un canal d'entrée d'évolution des recommandations, une remise à niveau, qu'il puisse y avoir ce lien qui continue à se poursuivre entre vous et nous par l'intermédiaire de l'URPS. Alors je ne sais plus après, hop. Voilà, donc juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous présenter les résultats et pour vous parler des précautions que nous on appelle, enfin que tout le monde appelle, hein, les précautions standards, mais c'est vrai que tout le monde, c'est pas forcément ce que ça recouvre. Les précautions standards, c'est l'ensemble des précautions d'hygiène qui permettent de faire de la prévention du risque infectieux. Et donc on a fait cette fiche qui est prévue pour tous les professionnels, qui vous résume toutes les précautions standards sur un recto simple. Et donc voilà, on peut l'envoyer, enfin on l'avait déjà envoyé à Pauline, mais on peut envoyer, elle a été validée vraiment nous en interne, donc maintenant elle est pour tous les professionnels de toute la région, et voir comment on peut vous la mettre à disposition pour que vous puissiez vous en servir si vous le souhaitez au quotidien. Elle est en ligne sur notre site aussi. Oui, alors on a un site internet effectivement. Par ailleurs, c'est vrai que je ne crois pas que je l'avoir précisé à aucun endroit dans cette présentation, mais il y a un CEPIAS. En fait, les CEPIAS ont des missions, ont tous les mêmes missions, mais certains ont des missions nationales. Et il y a un CEPIAS qui est porteur de la mission nationale soins de ville, qui est le CEPIAS Pays de Loire. Et donc ça, je pense qu'il ne faudra pas qu'on hésite à redonner les références à l'URPS pour que vous puissiez... la fiche, en fait, on va la donner, on va la mettre à disposition, enfin, on va la renvoyer à Pauline et à M. Carlup, et après, voilà, elle sera en diffusion. Après, vous êtes libre de l'utiliser telle qu'elle est, c'est un PDF, Voilà, de vous l'imprimer, de vous l'afficher, de la mettre dans votre poche, dans votre voiture, etc. Enfin, ça, les outils du CEPIAS sont... Enfin, nous, on est une structure publique, hein, donc voilà, nous, nos outils, il y a notre logo dessus, mais après, ils sont pour vous, quoi. On n'en est pas propriétaire, enfin, je veux dire, au sens... ils ne sont pas à vendre, ils sont à disposition. Après, donc voilà. Donc là, on voulait vraiment vous proposer de vous redonner, de vous redonner notre expertise, puisque c'est notre spécialité, c'est la prévention du risque infectieux, pour vous redonner toutes les bonnes. Alors, on sait qu'il y a plein de choses compliquées à mettre en œuvre, plein de choses qu'on fait. Enfin, le port de gants, c'est typique, hein, c'est-à-dire que vous les mettez, mais vous n'êtes pas les seuls, hein, c'est pas que en ville, c'est partout comme ça. On les met pas forcément quand il faudrait, et on les met quand il faudrait pas. Voilà, ça fait partie des. Il y a plein d'autres domaines, vous allez voir, où on peut vous redonner quelques les bonnes pratiques et les bonnes recommandations, et après discuter avec vous de comment les mettre en œuvre le mieux possible dans des situations qui ne sont pas toujours simples en soins à domicile. Alors, le risque infectieux, c'est quoi? C'est le risque, enfin la probabilité ou le risque de transmettre un germe ou d'être soi-même contaminé d'ailleurs lors des soins, puisque les deux existent, c'est toujours dans les deux sens. Le Covid est particulièrement illustrant de ce point de vue-là, parce que ça fait vraiment partie des pathologies complètement communautaires où tout le monde peut être porteur et tout le monde peut transmettre à tout le monde. Mais c'est vrai pour plein d'autres microbes, en fait, en micro-organismes, des bactéries, des champignons et des virus. Alors, comment ça se passe? Parce qu'on a loupé une hygiène des mains, ça peut arriver, parce qu'on porte mal un EPI ou qu'on n'en porte pas alors qu'il faudrait, ou qu'on en porte alors qu'il ne faudrait pas, ça peut marcher dans ce sens-là aussi, parce que l'environnement est lui-même source, on contamine l'environnement nous contamine, les mains en particulier, donc ça fait des sources secondaires de microbes. Et puis il y a vraiment l'accident d'exposition au sang, qui est un risque réel, accident d'exposition au sang ou un autre liquide biologique, où là c'est vraiment soit une projection, soit une piqûre, où là, vraiment, c'est vous qui êtes vraiment directement exposé à un risque infectieux, de façon accidentelle, avec en général une coupure ou une piqûre. Alors, moi, je vais vous redonner, et la chaîne de transmission des infections, c'est vraiment, si vous comprenez, alors, évidemment, elle est propre à chaque microbe, c'est ça qui la rend quand même pas si facile que ça à retenir pour tout le monde, mais si on comprend comment les microbes se transmettent, on comprend aussi comment il faut se protéger, c'est valable à la fois pour les infections associées aux soins, dans le cas des soins, mais c'est valable pour toutes les infections, en fait. Ça marche exactement pareil
pour toute infection dans le cadre aussi de votre vie de tous les jours ou dans le cadre de nos relations avec les autres êtres humains. Les microbes, il y en a partout, ça c'est normal. Ils sont dans des réservoirs et les principaux réservoirs, c'est quand même nous. C'est-à-dire que c'est nous les êtres humains qui sommes des énormes réservoirs de virus, de bactéries, ça, c'est comme ça. Et après, il y a un peu de réservoir évidemment environnemental, surtout dans le cadre des soins, c'est-à-dire que forcément là, il y a quand même directement un deuxième réservoir qui se crée. Après, nous, on est tous porteurs de germes, vos patients nous-mêmes, ils vont pouvoir sortir, ils sortent du corps humain, entre autres par les excréta, vous savez, donc les selles, les urines, le sang, c'est les portes de sortie de germes. Après, ça se transmet par ce qu'on appelle des voies de transmission. On a beaucoup parlé de gouttelettes et d'aérosols depuis 2 ans, mais il y a aussi les mains qui sont des jolies voies de transmission. Après, il y a une porte d'entrée, entre autres les muqueuses, ça on en reparlera. Les portes d'entrée principales chez nous, qui ne sommes pas des patients, qui n'ont pas d'acte invasif, c'est le nez, la bouche, les yeux principalement, ou une coupure, si vous vous coupez. Et donc cette porte d'entrée, elle existe chez un hôte qui est plus ou moins réceptif. Et ça, vous saviez bien, les âges extrêmes de la vie, et puis les fragilités, ou les comorbidités, ça nous rend plus ou moins, tous autant qu'on est, plus ou moins réceptifs aux mêmes microbes. C'est-à-dire que le même microbe reçu par 2 personnes différentes, ça ne va pas donner la même chose. Vous avez bien vu le Covid, ça ne fait pas le même effet sur tous, sur chaque personne, même avec la même quantité de virus. Alors, il y a cette chaîne-là, elle existe, et donc une fois qu'il y a un hôte, il devient à son tour porteur du même microbe, et puis la chaîne, elle tourne comme ça, et ça peut faire des épidémies, par exemple. Alors, on a un certain nombre de choses pour les maîtriser. Alors, sur le fait qu'il y a des microbes et sur le fait qu'il y a des réservoirs, on peut quand même pas faire grand-chose, c'est-à-dire que les microbes existent, c'est comme ça, et nous, on est porteurs, vos patients, vous-même, et ça, en soi, vous y pouvez rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer un peu de connaître et de comprendre comment ça marche. Et si vous savez un peu comment ça marche, ce sera déjà plus facile, vous aurez moins d'angoisse aussi, et puis vous arriverez mieux à gérer, vous arriverez mieux à maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser un peu mieux, c'est le réservoir secondaire, c'est le réservoir environnemental. C'est pour ça que je vous ai mis un petit vaporisateur là, parce que ce réservoir-là, on peut quand même bien sûr le maîtriser un petit peu plus, même si à domicile, c'est un peu plus compliqué qu'à l'hôpital ou en établissement de santé médico-sociaux. Je vous ai mis au milieu la grande mesure principale qui est malheureusement un peu sous-estimée, qui est l'hygiène des mains, en fait, qui est vraiment la grande mesure la plus protectrice sur toute la chaîne. Les portes de sortie, comment elles existent, c'est pareil, vous ne pouvez pas empêcher qu'il y ait des selles et des urines, mais par contre, on peut du coup se protéger. Alors, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, en protégeant sa tenue, en portant des gants dans certaines circonstances, ou en ayant des façons de gérer les selles, par exemple, qui vont faire qu'on va moins s'exposer, on va moins en mettre dans l'environnement. Les voies de transmission, vraiment une des grandes voies de transmission, c'est les mains. Et ça, vous pouvez pas, vous êtes bien obligé de vous servir de vos mains, mais par contre, vous pouvez les désinfecter le plus souvent possible de façon opportune et pertinente. Et ça va vraiment casser la chaîne de transmission. C'est la meilleure façon de casser la chaîne de transmission, c'est ça. Il y en a une autre, évidemment, vous le savez tous actuellement, c'est le masque. Porter un masque, et même après le Covid, il ne faudra pas oublier que si vous êtes légèrement enrhumé, ou si, et puis j'espère qu'on gardera ce réflexe de dire monsieur Dupont, aujourd'hui vous êtes un peu pris, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remettre un masque? Ça pourrait devenir, et j'espère dans l'avenir, un réflexe quand même, c'est-à-dire que le masque, c'est la meilleure façon d'arrêter les gouttelettes quand même. Les portes d'entrée, on l'a dit tout à l'heure, le masque est aussi permet d'arrêter quand même un certain nombre de gouttelettes qui vous sont projetées dessus, donc ça peut être une bonne idée d'en mettre un dans un certain nombre de circonstances, quand on ne sera plus dans le Covid, parce que là aujourd'hui tout est biaisé, on en porte tout le temps. Les lunettes de protection qui étaient très 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 sous-estimées jusqu'à maintenant, y compris à l'hôpital, personne ne savait où étaient rangées les lunettes de protection avant le Covid, mais voilà, maintenant on s'est dit, tiens. Donc ça, les portes d'entrée, faut les protéger. La meilleure façon de les protéger, donc, c'est de mettre quelque chose, du coup un écran, et donc là, les portes d'entrée étant principalement le nez, les yeux, la bouche, faut mettre quelque chose devant quand on a un risque de projection. Et puis après, il y a tout ce qui est usage des piquants coupants tranchants, ce qu'on appelle les perforants, où là, selon comment vous les utilisez, vous allez éviter la porte d'entrée. Et l'autre réceptif, là, c'est vraiment par rapport à vos patients, vous ne pouvez pas éviter qu'ils soient très âgés ou très jeunes ou très fragiles, ça fait partie. Mais par contre, il faut faire attention
connaître leur état, en général c'est le cas, hein, vous connaissez vos patients, s'ils sont vaccinés c'est mieux, s'ils sont mieux, si on améliore leur nutrition c'est mieux aussi, voilà. Il y a une certaine de choses à faire pour qu'ils soient un petit peu moins fragiles, même si vous ne pouvez pas jouer sur le grand âge ou sur les comorbidités. Alors après, je ne sais plus. Donc après, sur tout ça, l'arme, il y en a une, enfin c'est une arme multimodale, hein, qui est ce qu'on appelle les précautions standards. Ailleurs, elles sont appelées précautions universelles. Enfin, ça dépend des pays. Ça existe depuis longtemps. Ça a été mis à jour en 2017 par notre société savante qui s'appelle la SF2H, la Société française d'hygiène hospitalière. Ça part du principe que nous sommes tous, autant que nous sommes potentiellement et en fait réellement porteurs de plein de choses, colonisés ou infectés, mais tous colonisés, c'est sûr, par des micro-organismes qui peuvent se transmettre à notre corps défendant, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais on est porteur de choses qu'on peut transmettre lors des soins, et c'est pareil dans les deux sens, c'est patient-soignant, soignant-patient. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie universelle de prévention face à ça. Le point de départ des précautions standards, c'est vraiment l'épidémie de sida, pour dire que voilà, vous ne savez pas si votre patient est porteur du VIH. Et comme vous ne le savez pas et vous ne pouvez pas le savoir, hein, il y a des patients qui ne savent pas qu'ils le sont, et même s'ils le sont, vous ne le savez pas forcément. Donc comme vous ne le savez pas, vous prenez tout le temps, les mêmes précautions. Et en fait, ce qui est vrai pour le VIH est vrai pour tout. Vous ne savez pas si votre patient est porteur de BMR, vous ne savez pas s'il est Covid, hein, vous ne le savez pas forcément. La preuve en est, hein, on peut tous être en ce moment porteurs du Covid sans le savoir. Mais c'est vrai pour plein de choses. Et donc, comme je ne le sais pas, je fais toujours comme si, avec un certain nombre de mesures, mais sans tomber dans un excès, je fais toujours comme si ce risque existe, donc je m'en prémunis en permanence. Et c'est valable pour tout le monde, tout professionnel de santé, mais aussi les aidants. Il faudrait pouvoir les former aussi à ça, enfin, les informer. Et toute personne qui intervient dans les soins, et les patients eux-mêmes. C'est pas très bien fait en France, ça c'est plus anglo-saxon, mais les patients doivent pouvoir participer à cette prévention du risque infectieux. Donc il faut vraiment voir ça comme une stratégie universelle de prévention, un peu comme la prévention routière, si vous voulez. Ah, attends, j'ai une qui est... Ah, excusez-moi. Voilà, donc il y a plusieurs thématiques, on vous les a remises ici, donc hygiène des mains, équipement de protection, l'hygiène respiratoire, la prévention des accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques, la gestion des excréta et la gestion de l'environnement. Et donc c'est vraiment tout ça, c'est tout ça qui forme les précautions standards, c'est en réalité très très vaste. Et donc il faut vraiment voir ça comme chaque mesure est importante, aucune à elle seule ne suffit, et c'est l'ensemble de ces mesures qui vous permet d'atteindre. Vous n'atteindrez jamais le risque zéro, ça n'existe pas, mais vous diminuerez fortement ce risque. Et c'est de ça qu'on va vous parler un petit peu plus en détail après. Je ne sais plus après si c'est encore à moi. Voilà, après je repasse la parole à Amandine et j'interviens si jamais je coupe mon micro. Donc, c'est ce que j'avais commencé à vous dire un peu en vous présentant les résultats par rapport à l'hygiène de main. Il y a un prérequis forcément, c'est de pouvoir avoir les manches courtes pour avoir les avant-bras dégagés au-dessus des vêtements de ville, évidemment pour vous. Et cette blouse... Ah, c'est bon. Et évidemment, cette blouse devrait pouvoir être changée tous les jours ou même plus si elle est souillée entre deux. Ça paraît peut-être énorme pour vous, mais normalement, effectivement, c'est le cas. Il faudrait pouvoir avoir un stock suffisant, en tout cas les mettre au lavage très régulièrement et pouvoir en avoir une propre. Les mains sans bijoux, avec des ongles courts, sans vernis ni faux ongles. Alors tout simplement, pourquoi déjà parce que le gel hydroalcoolique ne fonctionne pas sur autre chose que la peau. Donc, à l'endroit où il n'y a pas de peau, le vernis ou les faux ongles, et ben, le gel hydroalcoolique n'ira pas détruire les micro-organismes à cet endroit-là. Les bagues, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on vous a mis les deux petites images de boîtes de pétri. À gauche, il y a les bagues qu'on vient de poser, sans hygiène des mains. On laisse pousser les petits microbes. On voit qu'effectivement, il y a des choses
qui en ressortent. Et sur l'image de droite, c'est la même chose, mais avec, on fait une hygiène des mains avec ces bagues et ensuite on met ces bagues et on voit que tout autant ça pousse. Peu importe la technique d'hygiène des mains qui a été utilisée, que ce soit le gel hydroalcoolique ou un décapage au savon doux, peu importe la technique, ça ne fonctionne pas sur les bagues parce que le gel n'est pas efficace dessus. Et en plus, vous avez des micro-fissures en fait sur les bagues qu'on ne voit pas et il y a des niches en fait en dessous des bagues. Et du coup, ça permet aux microbes de se loger ici et de se développer. Donc l'hygiène des mains, au final, elle est à faire juste avant chaque contact ou chaque soin avec un patient. Avant un geste aseptique, ça, on est d'accord. Après un risque d'exposition à un produit biologique, donc produit biologique ou liquide biologique, hein, ça peut s'appeler de deux façons. Ça comprend le sang, les selles, les urines, les vomissures et les crachats. Ça ne comprend pas la sueur. Après chaque contact ou soin avec un patient et après avoir touché l'environnement d'un patient. Donc, par friction hydroalcoolique sur des mains visuellement propres et si elles sont souillées, on passera évidemment au lavage simple. Alors, pourquoi friction hydroalcoolique ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que c'est plus efficace que même un savon qu'on appelait à l'époque chirurgical qui se faisait au bloc opératoire avec de la bétadine scrub. Vous savez, hein, comme on peut voir encore maintenant dans certaines séries où ils se frictionnent les mains à la bétadine scrub jusqu'aux avant-bras. Et ben voilà, les études prouvent que cette friction hydroalcoolique, si elle est bien faite avec le dosage correct et sur la durée qu'il faut, elle est plus efficace. Donc il faut vraiment par contre qu'elle soit bien faite, c'est-à-dire que quand on en prend vite parce que j'ai pas le temps et que je fais comme ça, au final toutes les zones n'ont pas été faites et le produit n'a pas eu le temps d'action suffisant. Donc normalement quand on remplit un creux de main, c'est déjà bien costaud. Et ben vous en avez largement assez pour vraiment aller sur toutes les parties de vos mains en faisant la technique, vous voyez, hein, qu'on a mis en image et que tout le monde connaît, en n'oubliant pas les pouces, les poignets, le bout des ongles, etc. Et avec cette bonne dose, vous tenez facilement 20 à 30 secondes. Et normalement, ça permet une désinfection complète des mains. Et vous pouvez même continuer après une fois que c'est sec, parce que pendant que vous arrivez chez le patient hein, et que voilà, vous faites les bonjours, comment vous allez aujourd'hui, et ben voilà, on peut continuer, on a les mains sèches, mais en fait, ça permet à l'émollient, le produit hydratant qui est présent dans le gel, ça permet de réellement pénétrer dans la peau et justement d'avoir cet effet hydratant et éviter que vous ayez que la partie alcoolique du gel et qui là pourrait vous détruire les mains. Et n'hésitez pas, enfin après, enfin là non, il n'y a plus de pénurie, achetez un gel de très bonne qualité, parce qu'il y a sûrement des prix très différents, hein, mais plus vous aurez un produit de bonne qualité, et mieux enfin voilà, vous l'utiliserez mieux s'il est mieux, quoi. Enfin ça, on l'a vraiment nous constaté dans les établissements, quand le produit il est pas bien, quand il sent pas bon, quand il est agressif, les gens ils l'utilisent pas, c'est normal. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des essais, il y a des produits qui vont vous convenir et pas à votre collègue. Enfin voilà, c'est pas normalement sur les produits les plus, enfin il y a des produits maintenant qui sont, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de choses allergisantes normalement. Enfin voilà, les produits sont très, ne le prenez pas parfumé. Et vérifiez bien quand vous faites une vraie friction complète en allant au bout qu'il y a cet effet hydratant. Nous, dans les produits qu'on a à l'hôpital, c'est flagrant. Hein, il y a vraiment cet effet hydratant à la fin. Donc, on n'est pas là pour vous vendre une marque, mais il y a quand même des produits mieux que d'autres. Il faut quand même le savoir. Et donc, n'hésitez pas, quoi, parce que ça comptera forcément dans votre qualité de friction. Et si c'est sec en 10 secondes, c'est que vous n'en avez pas mis assez. Enfin, on l'a tous fait, hein, moi, au quotidien, même dehors. Si vous faites un petit pchit et puis qu'en 10 secondes, vous avez les mains sèches, a priori, vous n'avez pas les mains désinfectées. Voilà, donc pensez-y. Ensuite, donc la deuxième partie de ces précautions standards, c'est évidemment les EPI. Alors donc majoritairement, vous avez donc le tablier hein, qui est ici, toujours lors des soins mouillants ou souillants ou exposant au liquide biologique. Les gants uniquement en cas de contact avec des liquides biologiques ou le sang. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans les
dans les mentalités, en fait, hein, qui est assez bien accroché, où on va mettre des gants pour se protéger soi. Mais au final, on se rend compte que, évidemment, la plupart du temps, on n'a pas fait d'hygiène des mains avant, donc ça se développe les petits micro-organismes à l'intérieur des gants. On va les retirer, vous avez beau faire le plus précautionneusement possible, c'est quasiment impossible de ne pas vous recontaminer au niveau des poignets ou autres. Donc, si derrière, à nouveau, vous n'avez pas une nouvelle friction hydroalcoolique correcte, avec assez de produits sur la durée suffisante, vous n'aurez pas désinfecté vos mains correctement. Donc, le port de gants, c'est vraiment quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, vraiment, il faut que je les mette. Je vais changer une protection remplie de sel, oui, là, je vais mettre des gants. Mais quand ce n'est pas nécessaire, au final, ça peut être plus négatif que positif au final. Donc, il faudra mettre ces gants juste avant le geste, hein, pour éviter d'avoir les gants 5 minutes en amont et toucher tout après avec les gants. C'est pas optimal. On retire les gants juste après le soin, on les jette. Il faudra changer de gants entre chaque soin, même sur le même patient normalement, parce que ça évite en fait une contamination possible avec un germe qui est sur un site donné qui pourrait aller sur un autre site, hein. Clairement, je suis en train de changer au niveau d'une perfusion qui a commencé à être un peu rouge, etc. Au final, je ne savais pas, il y avait un staph. Et puis derrière, je vais toucher à la sonde urinaire. Ça peut migrer. Donc, c'est vraiment une paire de gants, un patient, un soin, en fait. Et on n'oublie pas de réaliser cette friction hydroalcoolique après chaque retrait de gants. Et le masque et les lunettes, toujours lorsqu'il y aura des risques de projection d'aérosolisation. Donc ça, on en entend beaucoup parler depuis le Covid, en fait, hein, risque procédure, aérosolisation, risque de projection, etc. Sauf qu'en fait, ça existait déjà, cet item dans les précautions standards depuis 2017. C'est-à-dire que même hors Covid, hein, c'était clairement écrit, s'il y a un risque d'aérosolisation sur certains gestes invasifs, c'est préconisé de porter le masque et les lunettes pour vous protéger en fait les muqueuses au moment où vous allez faire ce soin. Là, on a fait une petite diapo pour faire un focus sur les gants. C'est ce que je vous disais juste avant. Au final, le port de gants, ça vous protège, vous, le soignant, vraiment uniquement quand vous faites une injection ou un prélèvement sanguin au final, parce que ça va essuyer, ça fait une couche en plus en fait, tout simplement, hein, entre l'aiguille et votre peau, et donc la matière plastique du gant va essuyer, s'il y avait du sang contaminé, va essuyer une partie avant de venir vous piquer, et c'est ça en très grande partie qui peut vous prévenir de l'AES, en plus de la procédure que vous aurez derrière à faire tremper, etc., votre doigt. Et donc, sinon, on ne porte pas de gants lorsqu'on va être en contact avec la peau saine d'un patient, même s'il est porteur BMR ou BHRE, en fait. Parce que derrière, c'est la friction hydroalcoolique qui peut vous protéger, parce que les BMR ou BHRE ne sont pas résistantes à la friction hydroalcoolique. Elles sont résistantes aux antibiotiques, certains antibiotiques en fonction de tel ou tel type de BMR ou BHRE, mais pas du tout résistantes au gel hydroalcoolique. Donc, ce qui vous protège, en fait, c'est ça. Donc, port systématique, par contre, si on va être en contact avec du sang ou liquide biologique, risque de contact avec les muqueuses. Donc, par exemple, quand on va faire une petite toilette, souvent, effectivement, on met les gants. Manipulation des tubes de prélèvement, linge ou matériel souillé. Et lors de tout soin, si vos propres mains à vous, là, auraient des très grosses coupures ou blessures qui feraient, en fait, une porte d'entrée pour les germes ou micro-organismes. Troisième item, l'hygiène respiratoire. C'est comme je vous disais avant, par rapport aux masques et aux lunettes à porter en cas de projection ou d'aérosolisation. Ça existait aussi avant le Covid. Et normalement, en cas d'épidémie hivernale, hein, comme ça peut être le cas tous les ans, grippe, etc., bronchiolite aussi, hein, pour les enfants. C'est le port du masque chirurgical pour tous à partir du moment où on a des symptômes respiratoires. Donc je tousse, j'ai un peu le nez qui coule, etc. J'ai des crachats. Effectivement, pendant ce laps de temps de symptômes,
imaginez qu'on n'est pas en période de Covid, et ben pendant ce laps de symptômes, pendant 4 jours, je vais aller voir mes patients, mais je vais mettre un masque de toute façon. Et inversement, si je sais que mon patient, il est un peu enrhumé, je vais lui dire quand je viens, ça serait peut-être bien si vous pourriez porter le masque pas longtemps, le temps que je vous fasse les soins, mais c'est vrai que ça éviterait qu'on se transmette le petit rhume que vous avez, puis que moi, j'aille transmettre derrière ce rhume à mon autre patient qui, lui, est très fragilisé, etc. Les mouchoirs à usage unique à jeter immédiatement, à faire une friction hydroalcoolique juste après. Ne pas réutiliser ou repositionner un masque. Alors ça, c'était dans la vie d'avant. Donc là, on a réutilisé à tour de bras, on a lavé des masques et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, les recommandations initiales, c'était ça. C'était un masque pour un patient. C'est-à-dire qu'on changeait de masque à chaque patient. Et forcément, on n'y touchait plus une fois qu'on l'avait sur le nez. Et par contre, même là, en période Covid, votre masque, donc vous devez le savoir, est efficace 4 heures pour le chirurgical ou 8 heures pour le FFP2. Mais si entre-temps, il est mouillé ou souillé, il faut le changer parce que du coup, sa perméabilité ne sera plus aussi efficace. Et au bout de 4 heures, le masque chirurgical, à force de parler, de respirer, il y a comme un effet un peu humide, mouillé. À partir de ce moment-là, même si ça ne fait pas 4 heures, ça fonctionne déjà un peu moins bien et c'est quand même mieux de pouvoir le changer quand vous sentez cette sensation. Et au-delà de ça, si vous savez que votre patient il est Covid, changez-le quoi. Enfin, franchement, si vous savez que votre patient est réellement, si votre patient n'a pas de signe respiratoire, enchaîner des patients avec le même masque, c'est pas tellement gênant à condition de pas être trop y toucher quand même. Si vous devez l'enlever parce que vous allez fumer, parce que vous buvez un coup, changez-le. Enfin, on n'est plus en période de pénurie. Les masques, c'est quand même ça peut devenir, ils deviennent porteurs à leur tour de microbes, de micro-organismes. Et si vous êtes chez un patient qui avait des signes respiratoires, changez-le. Vraiment là, parce que l'extérieur de votre masque, il est contaminé du coup. Et si vous y touchez, vous en avez sur les mains, que ce soit d'ailleurs un autre virus, la grippe, enfin voilà. Donc il faudra repenser quand même notre usage du masque en post-Covid, parce que je ne sais pas si on va les garder, pas les garder, combien de temps, enfin voilà, ça c'est encore plein de questions. Mais ne pensez pas, enfin le masque, n'ayez pas le même usage du masque dans les soins que dans votre vie quotidienne. Enfin voilà, celui que vous avez, parce que dans votre vie de tous les jours, c'est moi aussi, il n'est pas forcément, je le change pas toutes les 2 heures, mais dans vos soins, ayez une autre. Voilà. Si votre patient tousse, vous sortez du domicile, vous attrapez votre masque par les élastiques, poubelle, et puis friction, et je reprends un masque propre pour le patient suivant. Quatrième item des précautions standards, c'est la prévention des accidents d'exposition au sang, assimilés à des AES même avec d'autres liquides biologiques. Donc, on va s'en prémunir en portant des gants à chaque fois qu'on va devoir utiliser des objets perforants. Porter masque et lunettes pour protéger les muqueuses du visage des risques de projection. Éliminer immédiatement ces objets perforants au plus près du soin. Donc ça, apparemment, c'était déjà rentré bien dans les mœurs pour les infirmiers libéraux. Donc même si le matériel que vous utilisez est sécurisé, on sait que de plus en plus les piqûres à dextro, les KT, etc., tout est sécurisé, mais ça n'empêche qu'ils doivent être vraiment éliminés tout de suite dans un collecteur que vous aurez pris avec vous. Vraiment bien limiter la limite de remplissage, parce qu'en fait, ça fait un bon pourcentage des AES qui peuvent être déclarés quand la limite de remplissage est dépassée et que du coup, forcément, il peut avoir des aiguilles qui pourraient ressortir au moment où vous allez jeter un autre matériel. Et utiliser la fermeture temporaire, donc c'est ce que je vous disais, vous avez juste un clic en fait, ce clic unique vous permet d'avoir une fermeture intermédiaire qui va éviter que si la boîte se renverse, tout tombe par terre, mais elle n'est pas fermée définitivement, parce que la fermeture définitive, c'est les 2 clics. Et on ne recapuchonne jamais, bon ça je pense que vous l'avez entendu depuis des années. Là, je vous ai mis, il y a un lien, normalement,
quand vous aurez la présentation envoyée, c'est la petite conduite à tenir qui a été faite par le CEPIAS et l'URPS, justement, qui reprend derrière, donc c'est un petit livret en fait qui se plie en deux, qui reprend derrière le nécessaire que vous pouvez vous préparer et avoir avec vous dans votre voiture ou dans votre mallette. Et c'est vrai que c'est toujours très utile. Il y a même d'autres professionnels de santé qui vont à domicile, qui prennent cette conduite à tenir, parce que c'est vrai que ça, ils mettent ça dans une petite pochette qu'ils ont de leur domicile, en mettant les monodoses de savon doux, le petit daquin, la petite cupule, le sérum fil, les pansements. Et à l'intérieur de cette plaquette, vous avez justement ce qu'il faut faire au moment où ça vous arrive. Voilà, et vous voyez effectivement, comme tout le monde connaît, si vous êtes coupé ou blessé au niveau des doigts, on va faire tremper pendant 5 minutes dans du daquin, après avoir d'abord lavé à l'eau et au savon. Mais en sachant qu'on est à domicile, peut-être que vous n'avez pas justement ce petit kit, que vous n'avez pas ce daquin. À défaut, on peut quand même utiliser de la bétadine ou de la colle à 70. Ça va piquer un peu, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et dans le même cas, vous avez une projection au niveau des muqueuses, si vous n'avez pas de sérum fille, c'est le mieux, évidemment. Si vous avez de l'eau claire, faites-le à l'eau claire. C'est toujours mieux que rien aussi. En fait, ce qui compte quand même, alors si vous avez le kit, c'est vraiment mieux, mais ce qui compte, c'est de le faire vite, par contre. C'est-à-dire que ce qui compte le plus pour éliminer l'éventuel virus qui serait éventuellement rentré, c'est la vitesse, c'est la réactivité. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir accès à tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de daquin, le daquin a été choisi parce que c'est le plus virucide et que ce qu'on cible clairement dans les AES, c'est les virus. C'est le VIH, mais qui n'est pas tellement le plus embêtant, c'est l'hépatite C surtout. Le VIH est plus fragile. L'hépatite B, normalement, vous êtes tous vaccinés. Mais voilà, il est plus virucide, il est réellement plus virucide, c'est pour ça qu'il a été préconisé. Mais n'importe quel... Enfin, si vous avez de la bêta, ça marche très bien. Il a un très bon spectre. L'alcool est un peu moins bon, mais ce sera mieux que rien, clairement. Et c'est pareil, le savon, si vous n'avez pas vos dosettes, je sais bien que le pain de savon chez votre patient, c'est peut-être pas top. L'essentiel, c'est de rincer, laver le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre d'être rentré à votre cabinet ou à la maison, quoi. Et c'est quand même important de faire la recherche de statut sérologique. Alors, c'est vrai que normalement, vous connaissez relativement bien vos patients, mais vous n'avez peut-être pas eu le détail, justement, ou il n'y a peut-être jamais eu de bilan très spécifique de ce type-là. Donc, c'est quand même bien de pouvoir le faire en cas d'AES. La gestion des excrétas. Alors, les excrétas, c'est tous les déchets de la nutrition qui vont être rejetés par et en dehors du corps, donc principalement sel, urine, mais aussi vomissures, comme on a pu voir. La gestion de ces excrétas, en fait, prend en compte tout le matériel qui va contenir ou qui va être en contact avec ces matières. Donc, ça peut être les protections, les alaises, les poches à urine, les poches de stomie, etc. Savoir que forcément, les selles sont un réservoir majeur de bactéries et les urines aussi peuvent en contenir qui seront d'origine digestive. Donc, juste pour vous montrer en fait le potentiel de contamination, il y a dans 1 kilo de terre, on a 1000 milliards de bactéries. Et dans 1 gramme de sel, donc c'est vraiment très très peu, on a tout autant de bactéries, c'est-à-dire 1000 milliards. Donc, c'est vraiment... ça prolifère et forcément, si vous êtes en contact avec, il faut pouvoir éviter d'en transporter et de transmettre ensuite de patient à patient s'il y avait des micro-organismes. Donc, à domicile, on sait que c'est pas facile parce que nous, on fait aussi des formations en EMS ou avec les EOH et c'est simple en fait. Enfin, simple. C'est pas simple, mais voilà, on passe par le lave-bassin. Alors voilà, vous utilisez votre lave-bassin ou bien vous utilisez des carbags. Alors les carbags, vous savez, c'est les genres de sacs qui viennent protéger les bassins ou les urinaux qui gélifient
qui gélifie les selles ou les urines. Et en fait, on n'a plus qu'à compacter le tout et hop, on jette. C'est très pratique, mais on sait bien qu'à domicile, vous n'aurez pas accès forcément à ce type de matériel et vous n'aurez pas de lave-bassin. Donc au final, ce qui est le plus efficace pour vous et qui sera le plus utile, ça sera de vous protéger. Parce que vous allez forcément devoir être en contact avec. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas améliorer la gestion de ce côté-là, mais vous allez vous protéger avec le tablier plastique qui va protéger votre tenue et les gants en systématique quand vous allez devoir toucher au sel et aux urines, que pareil, hein, comme à chaque fois, vous enfilerez juste avant le soin, vous les enlèverez juste après et vous pourrez faire une friction hydroalcoolique. Si vraiment vous devez vidanger un contenant de sel ou d'urine où il y a des forts risques de projection, ça peut être bien de porter un masque. Là, vous l'avez tout le temps, donc forcément, c'est pratique, mais dans le reste du temps, ça peut être vraiment intéressant aussi. Et si, par exemple, dans certains domiciles, il y a un bidet, alors c'est vrai que c'est pas très beau en termes de déco, mais en fait, ça peut être utile quand même si vous devez nettoyer des urinaux ou des bassins de lit parce que au final, ça évitera d'utiliser le robinet du lavabo et de potentiellement contaminer tout ce qui est autour, la serviette de toilette, la brosse à dents, la savonnette, etc. Donc, ou même à l'extérieur, hein, des fois, il y a des... Non, mais c'est vrai, il y a des libéraux qui nous disaient, nous, On a eu des récits. on a un tas de fumier, en fait, on jette sur le tas de fumier. Alors bon, au final, on s'est dit, c'est pas pire, en fait, parce que c'est dehors. Alors, vaut mieux ça que contaminer toute la salle de bain. Et pensez, alors il n'y a pas forcément, mais s'il y a un couvercle sur les toilettes, rabattez-le avant de tirer la chasse d'eau. C'est tout bête, hein. Mais je pense qu'on n'y pense pas forcément. Et vous éviterez de reprojeter dans l'environnement et de reprojeter sur vous, même si vous, normalement, si vous avez un tablier plastique, vous protégez votre tenue. Là, l'idée, c'est vraiment, je ne retransporte pas ces germes-là sur ma tenue, que ce soit tenue de ville ou que vous soyez en blouse, hein, mais je ne retransporte pas ces germes. Vous n'allez pas vous infecter, vous, en fait, hein, c'est pas contagieux, mais vous allez transporter ça d'un patient à un autre, et donc c'est pas terrible. Et puis sinon, c'est de ne pas mettre les mains, évidemment, sans gants, et de bien faire votre friction, parce que la friction, elle va zigouiller tout ce qui va pouvoir rester après. Donc, voilà, c'est des choses, on ne peut pas vous proposer mieux. On sait que voilà, vous n'avez pas le matériel qu'on a en établissement de santé ou en établissement et services médico-sociaux, même si voilà, ils ont leurs propres difficultés, mais vous faites avec les moyens du bord, le mieux possible, en essayant de pas trop projeter, et puis en protégeant votre tenue et en rabattant, j'insiste, hein, mais le couvercle des toilettes. Ah, elle s'est déconnectée, je pense, Gwenaëlle, en voulant cliquer. Elle a cliqué au mauvais endroit, mais non, elle est bien actif, elle pourra nous rejoindre. Ouais, elle va revenir, je pense. Et ensuite, en dernière partie, il y a la gestion de l'environnement. Alors, j'ai vu dans les commentaires juste à côté, ce qui semble le plus difficile pour vous, désinfecter la table, soit avec un spray détergent désinfectant ou des lingettes pré-imprégnées avant de s'installer. Vérifiez que le matériel que vous allez utiliser est propre parce que apparemment, vous avez pour la plupart un bac de détergent désinfectant que vous faites tremper, etc. Si on prend ce matériel avec nous et qu'on se rend compte qu'il y a plein de souillures, de salissures, on va peut-être le remettre dans la voiture pour ensuite le remettre à désinfecter. Puis on va reprendre un autre, comme ça on est sûr que on utilisera quelque chose de propre et nettoyer, désinfecter aussi une fois le soin fini. Alors, je sais que c'est pas facile, qu'en fonction des domiciles, vous aurez qu'un petit bout. Ça sera peut-être une table avec plein de bibelots, etc. Mais en tout cas, essayez. Après, ça passe aussi peut-être par l'éducation du patient, d'essayer de faire passer le message de l'importance d'avoir juste un petit endroit dédié pour vous. Alors, la plupart vont me dire oui, j'utilise un champ stérile. Alors, c'est vrai que c'est bien pour faire tous vos soins, tous vos pansements, etc. C'est nickel, mais
il faudrait quand même pouvoir désinfecter l'endroit où vous allez vous installer avant. Alors, j'imagine bien que vous n'allez pas vous ramener avec votre spray puis votre lingette. Forcément, à domicile, c'est beaucoup plus pratique des lingettes préimprégnées qui ont peut-être un coût pour vous, mais ça évitera parce que, comme on le disait, hein, le patient, bon, ok, il est chez lui, mais il peut être porteur de n'importe quel germe. Et du coup, si vous contaminez l'environnement proche, ce patient, il vit pas tout seul, hein, et il pourrait aussi contaminer toutes les personnes qui viennent ou les autres intervenants qui vont venir après. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Le champ stérile, c'est forcément, on se doute bien, puis on sait que vous tombez sur des situations qui sont pas gérables. Je crois qu'il y avait dans les questions qui avaient été envoyées à Pauline, comment faire pour pas vexer la personne. Bah oui, c'est sûr. Hein, l'idée, c'est pas de lui faire une leçon de morale parce que c'est sale chez lui, quoi. Et puis ne vous floquez. Si c'est sale, ça dépend qu'est-ce qui est sale. Si c'est sale par terre, franchement, c'est pas génial, hein, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est sale par terre, mais on soigne pas avec. Vous touchez pas par terre, c'est vos chaussures qui sont vos chaussures. Oui, on sait, ouais, les animaux de compagnie, on en a souvent parlé avec les groupes HAD, on sait que c'est très problématique. Le tout, c'est que le chien, il vienne pas lécher la perf, quoi. En gros, non mais je caricature, mais s'il y a des poils de chien, il y a des poils de chien, quoi. Chez moi, il y a des poils de chat. C'est compliqué d'avoir un environnement extrêmement contrôlé. Ce qu'il faut, c'est effectivement éviter que essayer de discuter avec la personne, si c'est possible de fermer la porte, que le chien ne soit pas sur le lit. Après, tout ça, dans le respect, effectivement, de cette personne qui va peut-être vous dire non, hein, et puis vous ne pourrez pas... Le chat dans le lit, oui. Oui avec les puces. Mais ça, on imagine tout à fait que c'est parfois ingérable. Après, les puces, c'est horrible pour vous, parce que vous risquez d'en ramener avec vous. Par contre, sur le risque infectieux proprement parlé, finalement, c'est pas tellement. Mais le chat, lui, il va venir lécher. Oui, non, mais c'est pas propre, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas compatible avec un soin vraiment propre. C'est vraiment si vous faites un soin stérile, un soin invasif. S'il y a des perfs et tout ça, c'est sûr qu'il faut essayer de discuter avec la personne. On sait bien, c'est une limite. Maîtrisez ce que vous pouvez. Non, on n'est pas là du tout pour vous donner des leçons du tout. Hein. C'est juste d'essayer, comme vous pouvez, au moins pour poser votre matos, d'avoir un petit coin, quoi. Parce que finalement, là, je vous parle du risque infectieux pour le patient lui-même, de ne pas lui injecter, de ne pas lui risquer de lui contaminer sa plaie ou autre. Donc d'essayer, que votre matériel, vos mains, tout ça, ce soit géré. L'animal de compagnie, c'est sûr que c'est pas top. Et puis après, de ne pas vous contaminer les mains par rapport à ce que vous allez toucher. Donc si vous voyez que c'est vraiment pas maîtrisé, touchez le moins de choses possible. Et c'est très difficile en fait, hein, parce que on sait bien que vous êtes dans des situations parfois dantesques, mais ayez des lingettes, franchement, ayez des lingettes détergentes désinfectantes avec vous pour passer un coup là où vous allez poser vos affaires. Et puis ça évitera que du coup, parce que je sais pas, il y a votre mallette aussi, vous avez tout un tas de choses. Essayez d'être vigilant sur où est-ce que je pose mes affaires et qu'est-ce que je risque de ramener avec moi, quoi. Voilà, en gros. Et après, sur le soin lui-même, le plus important, secondairement à l'environnement, c'est vos mains. Parce que si vous avez contaminé vos mains avec des choses qui vous semblent pas propres et qui le sont sans doute pas, c'est la friction qui va protéger le patient et qui va aussi vous protéger vous. Et n'oubliez pas de refaire une friction. Vous pouvez très bien en faire une en quittant la pièce et en faire une deuxième en sortant du domicile. C'est pas avant d'arriver à votre voiture. Avant de monter dans votre voiture. Bon, s'il y a des puces sur vous, malheureusement, là, j'ai pas de solution. La solution hydroalcoolique ne marche pas. Ça, c'est sûr que la puce, malheureusement, on n'a pas trop de solutions, quoi. Après, faut. Mais voilà, c'est compliqué sûrement diplomatiquement, mais il faut essayer de dire des choses au patient, s'il est lui-même, s'il a le nez qui coule, etc., essayer de lui dire, est-ce que vous pouvez remettre votre masque sur votre nez, le temps que je fasse votre soin, mais tout ça, on sait bien, c'est dans le relationnel, hein, on n'a pas de... Et sinon, vous allez vous fâcher avec les gens, hein, ça c'est sûr, hein, c'est compliqué de faire des soins dans une ambiance tendue. Donc voilà, faites au mieux. Nous, on vous donne quelques petits... En fait, c'est vraiment des principes. C'est où est-ce que je pose mon matériel ? Cet endroit-là, il faut quand même que ce soit un minimum propre. Je mets un champ stérile en plus, c'est très bien. Je me désinfecte les mains avant le geste invasif, avant tout geste. Je me rédésinfecte les mains après avoir fini mes soins, après avoir jeté aussi ce que je dois jeter, après avoir rangé le matériel. Voilà. Et pensez, la friction, elle va faire la barrière principale pour vous, pour après pas aller vous contaminer votre voiture, contaminer votre matériel, contaminer vos yeux, vos mains, voilà.
C'est vraiment la friction, ça va être la dernière barrière ultime quand même. Voilà, on réchangera après si vous voulez, je laisse je repasse la parole. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, j'avais fini pour la partie environnement et faire une friction hydroalcoolique, c'est ce que disait Gwenaëlle. Une fois que vous avez fait cette désinfection de l'environnement, il faut finaliser par une friction hydroalcoolique. Et c'est Voilà. les déchets. Alors, les déchets, il y a, alors, je ne sais pas si, du coup, quelle notion vous avez sur les. Vous connaissez la notion de DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et avant, on parlait toujours des DAOM, déchets assimilés aux ordures ménagères, pardon. Qui était en gros, c'est sac jaune DASRI, sac noir, déchets assimilés aux ordures ménagères. La dénomination a un petit peu évolué. Tout ce que vous générez au cours de vos soins s'appelle des déchets d'activité de soins, DAS. Et dans ces DAS, il y en a deux. Il y a les non dangereux, donc des déchets, je ne sais pas, les emballages de compresses, tout ce qui n'est pas contaminant, et qui va dans un sac poubelle normal. Et puis après, il y a les déchets à risque infectieux, ou après il y a les déchets chimiques, etc. Mais là, on va vraiment parler des infectieux, qui sont donc considérés comme dangereux. Alors il y a évidemment les piquants coupants, qu'on appelle maintenant les perforants, donc c'est tout ce qui est aiguilles, lames, etc. Tout ce qui, alors ça, il n'y a pas de discussion. C'est boîtes en dur, la boîte jaune, les boîtes en plastique. Ça, vous connaissez bien, vous avez bien vu tout à l'heure, au plus près du soin. Surtout, essayez de limiter, de réduire au maximum tout ce qui est voilà, faut que ce soit acheté tout de suite, pour pas se piquer, pas que quelqu'un puisse se piquer. Et puis après, il y a les sacs jaunes pour un certain nombre de déchets. Alors c'est vraiment, c'est pas parce qu'il y a un peu de sang sur une compresse qu'il faut la mettre en sac jaune. C'est vraiment un déchet très contaminé. Il faut pas avoir trop d'excès. Alors, je ne sais pas comment c'est géré. Vous pourrez peut-être nous dire un petit peu dans le chat comment vous gérez, vos déchets infectieux, sachant que nous, tout soignant, est responsable, le producteur du déchet, donc c'est vous, en fait, le producteur du déchet, est responsable de sa prise en charge. Et en fait, il est responsable de la façon dont il est trié, parce que c'est la façon dont il le trie au départ. Après, ça part dans la chaîne, et donc il en est responsable. Et donc, il ne faut pas sous-estimer cette responsabilité par rapport aux gens qui prennent en charge vos déchets, puisque évidemment, ce n'est pas la même filière. Les sacs noirs, ça va dans la filière, et c'est les ordures ménagères, ça va dans les sacs poubelles normaux, et donc c'est la filière, la ville en général, alors que les sacs jaunes, c'est des filières spécifiques. Ce n'est pas du tout le même prix non plus de traitement. Donc je ne sais pas si, parce que nous, sur ce qui se passe à domicile, on a une moins bonne connaissance, parce qu'on n'y est pas. On sait que vous avez des OPCT, des boîtes jaunes, mais je ne sais pas si vous avez des sacs jaunes ou selon le type de patient et comment vous gérez. Il y a une dame qui est en train d'écrire. Ouais, boîte jaune, oui, ça c'est normal, ça faut absolument. Puis j'imagine qu'il y a des patients qui ont des boîtes parce qu'ils sont en autotraitement. Ça doit pouvoir exister aussi. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est une question à part entière. Vous savez que sur le Covid, c'est double sac normalement. Sac plus compliqué, ouais, dans la voiture. C'est pas forcément que c'est une bombe à retardement, mais c'est vrai que c'est compliqué à transporter parce qu'à l'hôpital, c'est une filière. Après, le sac, s'il est bien. En fait, le déchet, une fois qu'il est dedans, il est dedans, quoi. C'est plutôt qu'il y a des obligations réglementaires, en fait. Sac jaune recueilli en surplus dans les sets à pansement. Ah oui, d'accord. Dans les sets à pansement, il y a des petits sacs et vous les récupérez. D'accord. Après, le tout, c'est pas de vous tromper de filière, de surtout pas mettre de sac jaune dans la filière ordures ménagères, parce que ça, évidemment, les gens qui s'occupent des déchets après, eux, il ne faut pas qu'ils soient exposés sans le savoir, en fait, parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les poubelles. Donc, le plus important, ça reste vraiment la bonne gestion des piquants coupants. Ça, je pense que vous en avez tout à fait conscience pour vous protéger, vous, et puis qu'il n'y ait pas de négligence là-dessus, parce que moi, pour avoir travaillé longtemps en laboratoire, il y avait vraiment des choses, alors c'était pas tellement... nous, on recevait des aiguilles dans des boîtes, dans des bouteilles d'eau minérale, des trucs complètement délirants. Il faut vraiment, faut vraiment respecter. Et faites attention à la limite de remplissage, comme disait Amandine, parce que ça, nous, on a eu, en milieu sanitaire, on a eu beaucoup d'AES avec, en fait, des aiguilles qui ressortent. Et en plus, là, vous ne savez même pas avec quoi vous piquez. Donc, c'est quand même assez stressant. Vous ne savez pas le patient, du coup. Donc, soyez vraiment prudent avec vos boîtes OPCT, quoi. C'est... Sac jaune et boîte jaune dans des containers box, ouais, avec un contrat. Ouais. Alors, à savoir quand même qu'au final, si vous triez
Ouais, j'ai pas envie de mettre des sacs de déchets dans ma voiture. Bah oui, je comprends bien. Ouais, À savoir que si vous triez en respectant justement le tri déchets non dangereux et déchets à risque infectieux, normalement, vous vous retrouvez avec vraiment pas grand-chose en sac il y a jaune. très Il y a peu de vraiment choses. pas grand-chose à mettre en sac jaune. C'est que normalement, s'il y a vraiment un pathogène En fait, nous, connu qui est très aujourd'hui, ouais. contagieux, mais c'est pas parce que vous allez enlever du pansement où il y a des taches de sang dessus que il faut le mettre en sac jaune. C'est pas parce que vous avez mis des compresses qui avaient un peu d'urine dessus que vous allez le mettre en sac jaune. Si vous changez des protections d'un patient avec des selles et qu'il est BMR, c'est pas non plus la peine de le mettre en sac jaune, parce qu'en soi, moi, je suis peut-être BMR aussi, en fait, sans le savoir, à mon domicile, et si je En fait, porterais une protection, je la jette dans les déchets classiques, en fait. Ce qui fait le déchet dangereux ou pas dangereux, c'est la voie de pénétration. C'est pas que le fait qu'il y ait du liquide biologique. Et donc, c'est nous à l'hôpital, il y a certaines épidémies où on met des DASRI parce que effectivement, on est vraiment sur de la diarrhée infectieuse et que on sait que voilà, le sac jaune, c'est aussi un côté, voilà, c'est plus, les gens font plus attention. Après, c'est vraiment l'OPCT, enfin, c'est vraiment la boîte jaune en plastique pour les piquants coupants, parce que là, on peut se piquer. Et donc là, il y a la voie de pénétration, elle est incluse dans le matériel lui-même. Mais après, la plupart des choses que vous produisez, ça va en sac noir sans aucun problème. Y compris effectivement, les compresses avec du sang, enfin, je veux dire, les protections périodiques. Ce qu'il faut vraiment mettre en DASRI, normalement, c'est des choses qui sont quelque chose de purulent, quelque chose vraiment voilà, où potentiellement c'est vraiment très contaminé. Oui, j'ai vu l'histoire de l'épouse les déchets dangereux et d'aller chez d'autres patients après. Après, le déchet dangereux, si vous gérez bien, parce qu'en fait, le sac en lui-même... Elle fait ton sopalin. Bah oui, dis donc, c'est une bonne idée. Elle est inventive, cette dame. Mais sur le sac de déchets dans la voiture, en fait, le sac n'est pas dangereux en lui-même, quoi. Je sais pas comment vous dire. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le manipulez. Après, je comprends très bien que vous n'avez pas envie d'avoir un sac jaune dans votre voiture, mais le sac lui-même n'est pas dangereux. Enfin, c'est pas comme de transporter quelque chose je sais pas, d'explosif ou vous voyez, ou même un déchet du coup toxique. Où là, pour le coup, c'est sûr qu'on est sur un risque un peu différent, mais sur le risque infectieux. C'est vraiment il y a une filière particulière pour certains déchets, mais le sac en lui-même. Mais après, je comprends très bien que vous n'avez pas envie d'avoir des sacs jaunes dans votre voiture. Après, vous pouvez mettre un sac dans un sac aussi, si ça vous sécurise. Ça, c'est ce qu'on a décidé c'est ce qui a été décidé pour les masques et tout ça, enfin pour les EPI Covid. Normalement, c'est double sac. C'est double sac et élimination un peu retardée. Après, pareil, pour les EPI Covid, normalement, c'est en DASRI uniquement pour les patients Covid. Donc après, le reste du temps, les EPI que vous portez chez les autres patients dans le cadre du Covid, ok, mais qui, eux, ne sont pas Covid, vous pouvez les jeter en déchets classiques en sac noir. Mais même en ville, c'est double sac, en fait. C'est même pas sac DASRI. Oui, je m'en doutais que c'était ça, les déchets, le problème de vos voitures perso. Vous avez peur après de ne mettre vos courses. Oui, bien sûr. Non, mais alors après, si vous avez un sac de déchets à mettre quelque part, j'imagine que c'est dans le coffre, que vos enfants n'iront pas. Et puis, que ce soit de toute façon les déchets ou les courses, en fait, c'est des contenants, enfin, c'est l'extérieur qui pourrait potentiellement être en contact. Et des germes, il y a quand même très peu de germes qui restent en survie sur des choses inertes. Et il n'y a pas de germes, enfin, je veux dire, à moins d'une pathologie extrêmement particulière, il y aura jamais un truc qui est dans ce sac jaune que vos enfants vont pouvoir attraper. Enfin, faut pas, c'est un sac poubelle, donc c'est pas propre. Enfin, ça, évidemment. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut les encourager à aller toucher le sac, mais je veux dire, c'est pas quelque chose. Autant ils pourraient se blesser s'il y avait un piquant, etc. Ah oui. Ça, ce serait vraiment dangereux. Autant le sac poubelle, c'est un sac poubelle, quoi. C'est pas parce qu'il y a du sang dedans. Le sang, c'est sale. Enfin, je veux dire, le sang, c'est sale. Le sang, les sels, voilà. Que ce soit un sac noir ou un sac jaune, ça change pas grand-chose. Il faut évidemment que ça traîne le moins longtemps possible dans la voiture. Mais de toute façon,
même chez les gens les plus méticuleux que je connaisse, le sol d'une voiture et le fond de votre coffre, c'est pas propre. Hein. Enfin, voilà, vous avez beau être... et c'est non seulement pas stérile, mais c'est pas propre. Donc, mais c'est pas dangereux, c'est pas parce que vous avez mis votre sac jaune dedans que c'est dangereux pour vos enfants. C'est juste ça que... C'est pas parce que vous allez chez des patients qu'il y a un risque différent de finalement votre propre sac poubelle, en fait. Hein. Faut pas... Donc, Enfin, madame, s'il y a une couche de bébé dans un sac poubelle, c'est tout aussi sale en fait que la couche du patient. C'est pas plus, il n'y a pas moins de risque en fait. Hein. C'est l'idée qu'on s'en fait parce que ça vient du patient qui est malade et donc vous vous dites ah là oui il est malade donc sauf pathologie particulière, mais franchement. oui, En fait, Clostridium. c'est des mesures, on va dire, les mesures d'hygiène quotidienne que vous pouvez donner, les bonnes notions que vous allez donner, que vous avez vous-même à la maison sûrement et que vous allez donner à vos enfants, bah c'est ça qui va faire c'est que je sors de la voiture, je rentre à la maison, je me lave les mains. Et c'est tout. Et c'est ça qui va arrêter l'éventuel. C'est vrai que le partage de véhicules entre votre vie professionnelle et votre vie privée, je comprends très bien que ça puisse vous poser souci. Mais en fait, la meilleure protection, c'est d'avoir, je rentre à la maison, avant de passer à autre chose, je me lave les mains, parce qu'en fait, c'est les mains qui vont être porteuses et c'est les mains que les enfants vont porter à leur bouche. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir choper. Alors, je vous dis pas, hein, ils peuvent très bien attraper une gastro, mais comme ils peuvent l'attraper dans le bus, à l'école. Enfin, voilà, c'est parce que l'environnement est plein de choses et on peut se contaminer. Mais pas beaucoup. Enfin, c'est pas parce que ça vient de vos patients que c'est plus embêtant, en fait. Vraiment, hein, là-dessus, je suis... C'est plutôt l'idée que vous en avez. Et parce que le sac, il est jaune avec un espèce de symbole, là, et du coup, c'est un côté effrayant. Mais ce qu'il y a dans le sac, n'oubliez pas, hein, finalement, c'est ce qui vient d'un être humain qui est peut-être malade, mais qui est voilà. Je veux pas Donc, il y a une de souci de les laisser chez le patient. Alors, il y a des règles d'évacuation quand même régulières. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est en termes de quantité de soins, parce qu'en fait, si vous, forcément, vous avez plusieurs soins à la suite chez plusieurs patients, vous avez peut-être plus de chances de remplir un sac jaune et d'ensuite le mettre à évacuer, plutôt que laisser un sac chez chaque patient qui potentiellement pourrait être trifouillé par l'épouse ou par les petits-enfants qui viennent. Ouais. C'est une vraie question intéressante que vous posez là, Madame Bury, parce que, en théorie, effectivement, vous pouvez laisser chez le patient si vous y revenez souvent, mais il ne faut pas que ça reste non plus. Le problème des déchets, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, c'est que si c'est un sac jaune, c'est pas eux qui vont l'évacuer du coup, alors que leur sac poubelle normal, il va aller à la poubelle, quoi. Et du coup, si ça traîne, il va y avoir des odeurs. Et puis ça dépend, comme disait tout à l'heure l'autre Madame Vocu sur l'épouse démente. Bon, c'est sûr que on n'a pas envie forcément que tout le monde aille y toucher. Sinon, il n'y a pas de problème en soi, le fait qu'il y a une poubelle jaune chez un patient, mais combien de temps elle va y rester? C'est ça le problème. Parce que quel que soit normalement, vous devriez générer très peu de dasserie. Donc les laisser chez le patient, ça me paraît quand même peu... Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire un tout petit sac et puis du coup, je ferme le. Je sais pas, il doit y avoir. Après ma session, ma journée, quoi. Et à la fin, hop, je rase. Enfin, en fait, de patient en patient, j'ai des petits sacs et puis à la fin, j'ai un seul gros sac et puis le tout, je l'évacue. C'est des questions intéressantes, hein, mais j'ai pas de solution miracle. Après, j'aurais tendance à dire quand même qu'il faut évacuer vraiment au fur et à mesure. Ah oui. Parce que les déchets, qui soient d'ailleurs... en établissement, ça ne doit pas rester plus de 24 heures. Mais bon, là, on n'est pas en établissement, mais... C'est les déchets en général. En fait, les déchets ne doivent pas rester parce que ça macère, ça sent mauvais, ça génère... le nombre de germes, il augmente au fur et à mesure. Plus vous laissez, et plus c'est... Donc, laisser chez le patient, ça ne me semble pas très opportun, quoi. Je crois qu'il nous reste peut-être une diapo ou deux. Je ne sais plus. Ah oui, les déchets. Alors, gestion des déchets, donc c'est pas parce qu'il y a du sang que vous... En fait, je pense qu'on a vraiment... Enfin, ça pourrait être un sujet intéressant à creuser, mais c'est vraiment sur votre tri où vous pouvez vraiment vous dire, mais finalement, qu'est-ce qui va en dasserie? Presque rien, quoi. Hormis les piquants coupants, évidemment. Hein. Mais en déchets mous, qu'est-ce que je dois vraiment mettre en dasserie? Sûrement pas grand-chose. Hein. Donc là, on vous a refait quand même une liste parce qu'il y a des choses réglementaires. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est un sujet à part entière. Enfin, c'est un sujet qui pourrait nous prendre vraiment du temps. Mais on y reviendra si vous le souhaitez. Ça peut être un travail à faire avec l'URPS aussi. Je te laisse
qu'on Ah oui. commence quand même, parce qu'on était sur les précautions standards, mais il y a quand même quelques Ouais. autres petites choses. C'est vrai. Donc là, voilà, on vous a présenté vraiment toutes les précautions standards qui sont à prendre, en fait, que vous soyez en établissement ou à domicile, à adapter quand on est en domicile. Mais au final, si on respecte ça tout le temps, pour tous les patients, vous avez quand même un très bon niveau de prévention au niveau du risque infectieux, précaution de base. Et ça vous prémunit quand même de pas mal de transmissions croisées de plusieurs germes. Il y en a juste certains qui sont spécifiques et qui vont du coup demander la mise en place de précautions complémentaires. Donc, il y a les précautions complémentaires contact qui, elles, en fait, vont demander un peu plus de tablier pour protéger un peu plus votre tenue sur de la gale, sur de la diarrhée infectieuse. Il y a ensuite les précautions complémentaires gouttelettes en cas, par exemple, de grippe, Covid, scarlatine ou bronchiolite. Donc là, c'est des micro-organismes qui vont se transmettre par le biais des petits postillons lorsqu'on parle, qu'on tousse, qu'on éternue. Donc là, forcément, dans ces précautions gouttelettes, il y a évidemment le masque et les lunettes en grande partie. Et ensuite, les précautions complémentaires R, en cas notamment de tuberculose ou de rougeole, où là, on passe sur du masque FFP2 tout le temps. Même juste pour rentrer chez le patient, même si on ne fait pas de soins particuliers. Alors que sur les précautions complémentaires gouttelettes, c'est bien du masque Chir. Vous voyez, il y a le Covid qui est noté. C'est du masque Chir et c'est du FFP2 uniquement si vous faites des soins justement qui vont générer de l'aérosol, des soins de trachéo, un patient qui a de l'oxygène à haut débit, donc du coup ça peut générer des petits aérosols de virus. Quand il y a de l'aérosol thérapie, les kinés qui font de la kiné-respi par exemple, où là vraiment il y a des projections, et là il faut du FFP2, mais on va dire en temps normal, sur un Covid, sur une grippe, pour un soin quelconque, on peut rester sur du masque Chir tout à fait. Voilà, donc ça c'était pour conclure. Alors si ça vous intéresse, on pourra vous faire un topo sur les précautions complémentaires un jour, si vous en ressentez le besoin. Et puis on espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, ou que ça vous a fait une petite mise à jour utile. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. On a échangé un peu en même temps sur le chat. Et sachez que si vous avez des questions après, nous, on est là pour tous les professionnels de santé. Donc, alors, nous, on est joignable. Après, vous pouvez aussi passer par l'URPS qui peut faire redescendre les questions parce que vous êtes extrêmement nombreux. Enfin, là, pas aujourd'hui, mais sur la région, vous êtes très, très nombreux. Donc, évidemment, on ne peut pas répondre si tout le monde se mettait à nous appeler, ce serait difficile, mais on est là. Enfin, en tout cas, voilà, on est joignable. On a un site internet. On a des secrétaires. On a un mail de contact. On a un mail de contact, on a un site par lequel on peut nous contacter aussi. Vous pouvez aussi poser il y a un formulaire de contact par le site. Et on est là aux horaires, on est là le CPS, c'est 8h30, 17h du lundi au vendredi. Et il y a toujours quelqu'un. Donc n'hésitez pas. Et si après, voilà, on en discutera avec Pauline, mais s'il y a des sujets qui peuvent être intéressants et des thématiques et que dans l'avenir, on peut les travailler d'une façon ou de l'autre, c'est pas forcément sous forme de formation, de webinaire, ça peut être des fiches, ça peut être un groupe de travail. Et après, c'est ouvert et ça fait partie de nos missions de travailler avec les professionnels de santé de ville. Intéressant et rassurant sur ma pratique. Bon, tant mieux. Mais non, mais c'est vrai que bon. Après, du coup, l'URPS vous transmettra certainement le PowerPoint de présentation où on avait mis quelques petits liens. Et puis peut-être qu'on vous mettra le lien aussi de notre site internet pour pouvoir y aller et aller chercher un peu les outils qui pourraient vous être utiles, qu'on a déjà créés, par exemple.
Oui, tout à fait. N'hésitez pas à ce moment-là à compléter si effectivement il y a d'autres liens que vous voulez rajouter Ouais. dans votre support pour qu'après, moi, je puisse le retransmettre aux infirmiers. Ouais, je pense qu'on Ouais. va mettre au moins notre site internet et puis Ouais. faut que j'affiche. Je sais pas si du coup vous l'avez pas forcément vu passer, mais il y a l'avis du Haut Conseil de la santé publique sur le port de masque FFP2 qui est sorti, qui a été enfin mis sur leur site hier, je crois, ou ouais, hier. Sur le port de masque FFP2, dans le cas du Covid, Oui. par les professionnels de santé. Voilà, il est à disposition depuis hier. Et puis après, voir comment on vous relaie. Normalement, si on voit passer des choses intéressantes, on essaie de relayer toujours aux professionnels concernés, des 3 secteurs selon. Si on fait maintenant ce qu'on appelle un flash info. On essaie d'envoyer des mails régulièrement avec des infos. S'il y en a un spécifique pour la ville, on vous les fera passer. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention et vos retours qui, du coup, visiblement, à la lecture du chat, ont rassuré, en tout cas, ont conforté les infirmiers libéraux dans leur pratique. Et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir faire justement un focus et d'avoir les résultats de cette enquête qui sont parfois aussi un petit peu justement étonnants et qui peuvent amener à d'autres interrogations sur la pratique et d'autres outils aussi qui pourraient être utilisés par l'infirmier. Je retiens que sur notamment les besoins de formation, de fiches pratiques, etc., c'est des choses qui peuvent être attendues par les infirmiers. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir aussi ces éléments-là et de pouvoir les travailler ensemble pour toujours mieux informer les professionnels, leur entourage et puis les patients qui prennent en charge au quotidien. Donc, un grand merci en tout cas pour votre participation et pour votre temps pour tout ça. Voilà, merci beaucoup, merci. mesdames. Merci à vous d'avoir participé cet après-midi, en tout cas tous ceux qui ont pu participer cet après-midi aussi, sur notre futur site internet, puisqu'il arrive, notre futur, il arrive. Ce sera plus facile aussi pour nous mettre vos supports. Donc, dès que ce sera possible, éventuellement, ce sera, non, c'est pas éventuellement, ce sera sûr, ce sera présent, puisque toutes les fiches sont intéressantes. Surtout que même si ça fait 34 ans que j'exerce au domicile, j'ai encore appris des choses cet après-midi. Donc, c'est toujours intéressant de se remettre à jour, pour mieux, on va dire, se protéger les patients, nous protéger et travailler en tout cas dans de bonnes conditions. Donc, merci encore, mesdames, pour cet après-midi. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Et puis, pour la suite, on se recontactera pour ce qu'on peut envisager pour la suite de la collaboration. Parce que... Tout à fait. Merci. Bon après-midi, mesdames. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.